je volais le vôtre. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce 46e colloque du RPH dont le thème est le diagnostic pris sur un versant interrogatif puisqu'il est indiqué dans le titre de cette journée la question du diagnostic en psychanalyse et en médecine. Avant d'aborder les différents aspects de notre problématique du jour, revenons à l'étymologie et l'histoire du mot diagnostic. Diagnostic, QUE, est un adjectif emprunté au grec tardif diagnostikos, capable de discerner. Spécialisé comme terme de médecine et dérivé du verbe diagnoskain, discerner, reconnaître, composé de dia, à travers, et de gignoskain, apprendre à connaître. Introduit dans sa spécialisation médicale comme adjectif, signe diagnostique, et comme nom, le mot a partiellement subi la concurrence de son dérivé diagnostic avec un C, plus usuel pour l'art d'identifier une maladie d'après ses symptômes. Notez bien que dans cette définition, le diagnostic est considéré comme un art, ce qui sera sans doute discuté dans la journée relativement à la scientificité. Diagnostic avec un C, non masculin, l'a emporté sur l'emploi substantivé du féminin la diagnostic, QE, en médecine. Par extension, il indique une conclusion prospective résultant de l'examen approfondi d'une situation critique. Ce sens s'est bien implanté en économie, en psychologie, en informatique. Le sens particulier de symptôme, avec lequel il avait évincé le diagnostic QE, a vieilli. Le XIXe siècle a vu la formation de diagnostiquer, prévoir par diagnostic, avec ses dérivés diagnostiqueur, diagnostiqueuse, diagnosticable et de diagnosticien. Le XXe siècle voit l'apparition de composés en diagnostic précisant la technique de l'établissement du diagnostic. Électrodiagnostic, cytodiagnostic, etc. Maintenant que nous avons regardé de plus près le sens du mot, voyons qui est concerné par le thème de notre journée. Dès que nous grattons un peu, nous voyons que les implications de notre question sont vastes. Il sera sans doute question des patients et de leur environnement, qu'ils soient familial, amical ou professionnel. Nous parlerons sans doute des médecins généralistes et des médecins spécialistes, parmi lesquels les psychiatres ont une place particulière. Et bien sûr, nous discuterons largement du rapport du psychanalyste au diagnostic. Une façon de poser la question pourrait être celle-là. À qui le diagnostic est-il utile? Pourquoi? Et pour en faire quoi? La première réponse qui vient à l'esprit et qui paraît la plus évidente est du côté de la médecine et du médecin. Comme il est écrit dans la plaquette de présentation du colloque, l'examen clinique et le diagnostic qui en découle sont indissociables d'une médecine qui, depuis Hippocrate, sort du giron religieux pour entrer dans la ronde des causalités biologiques. Ainsi, le diagnostic associé à des symptômes renvoie à une causalité identifiable et par voie de conséquence à une voie thérapeutique possible. Depuis Claude Bernard et la mise en place de la médecine expérimentale au milieu du XIXe siècle, la recherche de marqueurs biologiques est au cœur de l'établissement du diagnostic et du traitement qui en découlera. Les recherches biologiques ont amené à une connaissance de plus en plus approfondie des mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement des cellules, des tissus, des organes, des systèmes, comme le système nerveux ou digestif par exemple, et de l'organisme dans son ensemble. Les médecins spécialistes sont devenus de plus en plus pointus dans leur champ spécifique. Les différents types d'imagerie ont permis des observations remarquables de l'intérieur de l'organisme, permettant l'affinage des diagnostics
et des thérapeutiques. Mais, comme le dit en substance Stefan Zweig dans l'introduction de son ouvrage de 1931, La guérison par l'esprit, une connaissance de plus en plus poussée des organes et de leur fonctionnement ont amené les médecins à se focaliser sur les maladies en perdant de vue les malades. Pour le médecin de santé publique ou l'épidémiologue, le diagnostic est un élément crucial pour l'établissement de données statistiques. La psychiatrie moderne apparaît en France et en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, parallèlement au développement de la médecine expérimentale, les aliénistes s'attellent à la tâche immense de description des patients et des symptômes qu'ils observent dans les asiles d'aliénés. À l'heure actuelle, le modèle de médecine basé sur les preuves, evidence-based medicine en anglais, est très problématique concernant la psychiatrie, pour deux raisons principales. D'une part, à ce jour, il n'y a pas de marqueur biologique pour les pathologies psychiatriques, et il n'est pas possible de mettre en place des études en double aveugle concernant les traitements psychothérapeutiques mis en place dans le champ de la psychiatrie. C'est parce qu'il n'y a pas de marqueur biologique, ni de dysfonctionnement organique repérable, que la neurologie et la psychiatrie ont pris des voies différentes dans l'histoire de la médecine. Notons que ces deux spécialités tendent à se rapprocher de nouveau et que les neuropsychiatres réapparaissent dans le paysage médical, suivis maintenant de neuropsychologues dont les plaques fleurissent sur les murs de nos villes. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, dans sa 5e version, le DSM-5, nous montre la croissance exponentielle des pathologies à laquelle nous aboutissons si nous nous appuyons uniquement sur les troubles pour établir une classification. Notons que depuis les années 80, le DSM se veut athéorique, ce qui en soi est une notion discutable, depuis le DSM-3. Je poursuis avec une série de questions qui, je pense, seront abordées directement ou indirectement dans la journée. Quel usage les psychanalystes font-ils du diagnostic et quel diagnostic font-ils? Pour quelles raisons faire usage ou non des classifications américaines ou internationales, comme le DSM déjà évoqué, ou la classification internationale des maladies, la CIM, établie par l'Organisation mondiale de la santé? Quelle est la pertinence de nous référer aujourd'hui encore aux grandes structures psychiques dégagées par Sigmund Freud, que sont la névrose, la psychose et la perversion? Comment faire entendre que ces termes, encore en usage dans le milieu psychanalytique, aux grandes dames de certains discours sociétaux, ne sont pas des gros mots? Dans le cabinet du psychanalyste, les mots pervers et perversion ne sont jamais des insultes, mais désignent un rapport au monde spécifique dont les enjeux dans la cure se distinguent de ceux relatifs à la névrose ou à la psychose. Du côté des patients, il est intéressant de nous demander ce qui est au cœur de leur demande en ce qui concerne le diagnostic. Que demandent-ils? À qui le demandent-ils? Pourquoi demandent-ils ou pour qui le demandent-ils? Que veulent-ils savoir vraiment? Quels sont les enjeux du diagnostic dans le rapport à leurs proches, parents, conjoints, enfants? Pour quelles raisons tenir tellement ou non à être reconnus comme malades? Au service d'écoute téléphonique d'urgence, le CETU, mis en place par notre école, il n'est pas rare d'entendre des personnes demander si nous sommes spécialisés dans la prise en charge de tel ou tel symptôme spécifique. Ne pouvons-nous y voir déjà l'appel à un sujet supposé savoir? Et puisque nous parlons de savoir, en nous appuyant sur la cartographie du RPH établie par Fernando de Amorim, demandons-nous quel savoir et quel usage du diagnostic pour le malade, pour le patient, pour le psychanalysant et pour le sujet. Et pour ouvrir les perspectives de notre journée,
je cite cette parole d'un patient. Je ne suis pas fou en permanence, même si je suis schizophrène tout le temps. À vous, tous les courageux du samedi, présents dans cette salle ou via le Zoom, je souhaite une très bonne journée qui, comme à l'accoutumée, je pense, sera pleine d'enseignements cliniques et théoriques.